Le téléphone que j'ai balancé dans la piscine coûtait dans les 1 000 €. Il a coulé dans l'eau chlorée, à peine à 2 mètres de profondeur. En moins de 3 secondes, mon gendre a plongé pour le rattraper, comme un fou furieux. Ma fille a crié, elle aussi, mais c'est sur moi qu'elle hurlait. Le plus étrange, c'est que quelques minutes plus tôt, tout le monde dans ce jardin avait vu un homme de 63 ans, d'un calme absolument terrifiant. Je ne me suis pas emporté. Je n'ai pas riposté. Même lorsque mon propre dîner a été renversé sur la terrasse, la sauce coulant entre les dalles, personne n'a compris comment un homme pouvait endurer autant de choses. Et personne n'aurait pu deviner que mon silence allait se terminer ainsi, par un simple lancer. Il y a 10 ans, si on m'avait dit que je ferais une chose pareille, j'aurais éclaté de rire, et je les aurais traités de fous. Parce que j'ai toujours été le genre d'homme qui répare les choses cassées, pas celui qui les brise. Si vous avez déjà gardé le silence, juste pour préserver la paix, si vous avez tant enduré que vous en avez perdu votre propre voix, alors, cette histoire est pour vous. Mais avant de commencer, rendez-moi un service, cliquez sur le bouton d'abonnement, et laissez un commentaire pour me dire depuis quel endroit du monde vous me regardez. Très bien, laissez-moi vous raconter comment une entrecôte a fini sur le béton. Je m'appelle Gérard Dubois. J'ai 63 ans, et j'ai passé 36 années de ma vie à entretenir les bus du réseau TCL de Lyon, les freins, les transmissions, les moteurs diesel. Plus âgé que la plupart de mes chefs, j'ai pris ma retraite il y a 3 ans, avec un genou gauche en compote, un appareil auditif, et de la graisse incrustée si profondément dans mes jointures, que je ne crois pas qu'elle partira un jour. Je vis à Saint-Genis-Laval, dans la même maison de plain-pied que ma femme, Martine, et moi avons acheté en 1991. C'est elle qui a choisi le cerisier du Japon dans le jardin. J'ai construit la terrasse moi-même, un chèque de paie après l'autre. La piscine est arrivée des années plus tard, 18 mois de petit boulot le samedi, à réparer les voitures des autres, juste pour que ma famille puisse se baigner en août. Rien, dans cette maison, n'a été obtenu facilement. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais rien tenu pour acquis. Martine nous a quittés il y a 5 ans. Le cancer des ovaires. 14 mois, entre le diagnostic et ce matin où j'ai tenu sa main, dans notre chambre, et où je l'ai senti partir. Après ça, les barbecues du dimanche sont devenus mon moyen de m'accrocher, de retenir ce qu'il restait de nous. Même jardin, même barbecue, même table pliante que j'ai poncée et vernie à 3 reprises. J'utilise toujours son mélange d'épices, elle l'avait noté sur une fiche, avec une encre bleue qui s'efface peu à peu. De la cassonade, du piment doux, du poivre noir, et une cuillerée de café moulu, ce qui semble étrange, jusqu'à ce que vous y goûtiez. Chaque fois que la graisse tombe sur les braises et commence à crépiter, je peux la revoir, debout à mes côtés, volant un petit bout de viande grillée avant le repas, et jurant ses grands dieux qu'elle n'a rien fait. Ces souvenirs font mal. Mais, ils la gardent aussi près de moi. Certains d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Le deuil n'est pas un mur que l'on franchit. C'est une pièce, dans laquelle on apprend à vivre. Ma fille, Camille, ne manquait presque jamais un dimanche. Elle a 32 ans, elle est infirmière en pédiatrie dans le centre-ville. Intelligente, gentille, inépuisable. Du moins, elle était les 3 à la fois, avant. Quelque part en cours de route, elle s'est épuisée à force de se tenir dans l'espace qui nous séparait, son mari et moi, et elle a discrètement rejoint son camp. Maxime Laurent, 35 ans. Courtier en prêts immobiliers, avec une activité secondaire dans l'achat-revente de biens. Le sourire blanchi, des lunettes de soleil de créateur même partent en gris, et un SUV allemand en leasing, qui coûte plus cher chaque mois que ma toute première mensualité de prêt. Et écoutez, je ne me suis jamais soucié de tout ça. Qu'un jeune homme profite de ses jouets. Ce qui me dérangeait, c'était la façon dont il regardait ceux qui avaient moins que lui. Surtout les personnes âgées. Il ne m'a jamais insulté de front. Il n'en avait pas besoin. Il fonctionnait par petites piques. Gérard, ils font des appareils auditifs avec le Bluetooth, maintenant. Tu sais, ce vieux pick-up devrait être dans un musée, pas dans ton allée. Toujours au charbon de bois? Il y a une application pour ça, tu sais. Tout le monde riait poliment. Camille me serrait le bras après coup, papa, il plaisante. Peut-être. Mais une blague cesse d'en être une, quand elle tombe toujours sur la même personne, et jamais sur celui qui la raconte. J'ai laissé couler, année après année, pour 2 raisons.
Parce que j'aime ma fille plus que ma propre fierté. Et parce que, dans ces dernières semaines, Martine m'a fait promettre de ne jamais laisser l'amertume vider notre table. J'ai tenu cette promesse, bien plus longtemps que je n'aurais dû. Ce dimanche-là avait magnifiquement commencé. Un vrai été rhodanien, des rouges-gorges dans le cerisier, ma vieille station de classique français qui jouait doucement dans le garage, de belles entrecôtes qui reposaient sous du papier aluminium, pendant que les pommes de terre finissaient de cuire sur les braises. Camille avait préparé la recette de salade de pommes de terre de sa mère, avec un goût assez proche pour me serrer le cœur. Maxime est arrivé avec 25 minutes de retard. Il n'apportait qu'une seule chose, une bouteille d'eau gazeuse importée, pour lui-même. Il a regardé la viande et a lancé « Tu achètes toujours des morceaux de choix, Gérard ?» Sacrée habitude pour un retraité. J'ai souri, et j'ai répondu « Certaines choses en valent le prix. » Il a ri, comme si j'avais prouvé son point de vue. J'ai laissé passer. Nous nous sommes assis, pendant un moment, c'était agréable. Camille nous a parlé d'un petit patient qui était enfin rentré chez lui, après 4 mois d'hôpital. J'ai posé des questions, son visage s'est illuminé, et j'ai revu la jeune femme qu'elle était, avant que sa vie ne devienne si encombrée. Puis, Maxime a regardé mon assiette. « Ça fait beaucoup de viande », a-t-il dit. J'ai souri à pleines dents. Je l'ai bien mérité. Et il a tendu le bras à travers la table. L'espace d'une demi-seconde, j'ai cru qu'il voulait la sauce. Au lieu de cela, son avant-bras a balayé mon assiette d'un coup sec. La viande, les pommes de terre, le maïs, tout y est passé, et mon dîner a heurté les dalles avec un claquement qui a stoppé net toutes les conversations du jardin. Ma fourchette a tournoyé lentement sur le béton, avant de s'immobiliser. Maxime a baissé les yeux, l'espace d'un instant. Puis, il a haussé les épaules, et a sorti la réplique qu'il gardait manifestement en réserve. « À ton âge, mon grand, sauter un repas pourrait te rendre service. » Personne n'a ri. Pas cette fois. Ses propres parents ont fixé leurs assiettes. Les enfants des voisins se sont tus, et j'ai reculé ma chaise, mon genou émettant sa plainte habituelle, et je me suis levé. Et je veux vous avouer quelque chose d'embarrassant, car je vous ai promis d'être honnête. Pendant une étrange seconde, mon premier instinct a été de m'excuser. De calmer le jeu. De mettre tout le monde à l'aise, pendant que mon dîner s'imbibait dans le béton. Pensez-y un instant. Il m'a humilié. Et mon réflexe a été d'arrondir les angles. C'est ce que des décennies à jouer les pacificateurs font à un homme. Cela recable vos alarmes internes. Si vous vous êtes déjà surpris à vous excuser pour la cruauté de quelqu'un d'autre, juste pour ramener le calme dans une pièce, vous savez exactement de quel recablage je parle. C'est alors que j'ai remarqué son téléphone. Flambant neuf, le modèle le plus cher, posé à côté de son verre comme un petit trophée. Pendant qu'il se servait un autre morceau, je me suis approché. Je l'ai pris. Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je n'ai pas répondu, parce qu'il n'y avait plus rien en moi qui valait la peine d'être dit. J'ai fait 6 pas envers le bord de la piscine, celle que mes samedis avaient payée, et j'ai ouvert la main. Un plongeon net, à 2 mètres de fond. Je me suis retourné, et je lui ai rendu sa propre phrase. Mot pour mot, dans l'esprit, ce n'est qu'un téléphone. Le silence a duré 3 longues secondes. Puis, le jardin a explosé. Maxime piquant un sprint vers le bord de l'eau, hurlant des choses que je ne répéterai pas, retirant ses mocassins d'un coup de pied, fixant le fond du bassin, comme si hurler pouvait faire flotter l'électronique. Sa mère a eu le souffle coupé. Son père s'est frotté le front. Et ma fille, ma Camille, s'est retournée vers moi, les yeux foudroyants, et a dit « Papa, tu es sérieux, là ?» Et elle était là, la véritable blessure de tout cet après-midi. Et elle n'était pas sur la terrasse. Mon dîner était par terre. Des années de petites insultes étaient par terre. Et pas une seule fois, pas une seule, ma fille ne m'a demandé si j'allais bien. La seule victime qu'elle voyait, c'était le téléphone. J'ai pris mes clés sur le comptoir de la cuisine. Personne n'a essayé de me retenir. En reculant mon vieux pick-up dans l'allée, j'ai capté une dernière image dans le rétroviseur, Maxime faisant les 100 pas sur la terrasse. Camille en larmes. L'entrecôte, toujours allongée là où elle était tombée. J'aurais dû me sentir coupable. Au lieu de cela, je me sentais fatigué.
pas d'une fatigue de vieillard. L'autre type de fatigue. 20 minutes plus tard, sur la rocade, son message vocal a retenti dans les haut-parleurs du pick-up, la voix tremblante. « Papa, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Je l'ai écouté 2 fois, dans mon allée. Elle avait raison. Je n'en avais aucune idée. Mais j'allais vite l'apprendre. Pendant 2 jours, personne n'est passé. Personne n'a demandé si j'avais mangé, après que mon repas a fini sur la terrasse. Ce que j'ai reçu à la place, ce sont 3 SMS. Et je veux vous lire cet inventaire, parce que l'inventaire, c'est l'histoire même. Dimanche soir, tu dois remplacer son téléphone. Lundi matin, papa. C'est humiliant. Ses parents ont tout vu. Lundi après-midi, Maxime dit que si tu t'excuses et que tu rembourses les dégâts, on pourra passer à autre chose. Passer à autre chose. Je me suis assis à la table de la cuisine, laissant mon café refroidir, lisant ces 3 messages encore et encore. Je faisais le calcul de ce qui n'y figurait pas. Pas un seul, est-ce que tu vas bien? Pas un seul, que s'est-il passé avant que je ne lève les yeux? La maison était silencieuse. De ce silence qui s'installe quand on la remplit avec quelqu'un pendant 30 ans, et que soudain, ce n'est plus le cas. Le frigo bourdonnait, l'horloge du couloir tic-taquait. Dehors, le vent a soulevé la housse du barbecue, et l'a fait claquer contre la rambarde. Autrefois, Martine criait depuis le salon que ce truc finirait par s'envoler à l'autre bout de la région, si je ne l'attachais pas. J'ai failli sourire. Et puis, non. Sa chaise était toujours en face de moi. Le même coussin, la même éraflure sur le pied, faite quand Camille avait 7 ans et l'avait traînée à travers la pièce, pour attraper la boîte à biscuits. Je connais des gens qui vivent tout, après la mort d'un conjoint, ils repeignent, ils donnent, ils réaménagent. Moi, je n'ai jamais pu. Chaque recoin de cette maison abritait encore Martine. La boîte à recettes, près de la cuisinière. Le calendrier avec les oiseaux, près de la porte de derrière. Le saladier jaune cabossé, dont elle jurait qu'il brillait plus que tous les plats fantaisie que Camille lui avait achetés. Et maintenant, ma propre famille avait réussi à me faire sentir comme un invité, dans la maison que Martine et moi avions bâtie, à force d'heures supplémentaires et de meubles d'occasion. Le mardi, Internet a fait ce qu'il fait toujours. Un cousin en ville a publié un truc sur les seniors qui ne savent pas contrôler leurs nerfs. La mère de Maxime a partagé une citation inspirante sur le pardon et la maturité. L'une des amies de Camille a commenté, et c'est cette phrase que j'ai fixée longuement, certaines personnes deviennent juste méchantes en vieillissant. Méchante. J'ai retourné ce mot dans ma tête pendant un long moment. Puis, j'ai fait ce que font les vieux mécaniciens, quand les émotions deviennent trop bruyantes pour être contenues à main nue, j'ai cherché un truc à réparer. Le loquet de l'armoire du garage coinçait depuis le printemps. Je me suis assis sur une caisse, j'ai démonté tout le mécanisme, j'ai fait tomber une minuscule vis, et j'ai passé 10 minutes à la chercher sous l'établi, en marmonnant des jurons qui m'auraient valu une amende de la part de Martine. Et pendant tout ce temps, le même film tournait en boucle derrière mes yeux, l'assiette qui se brise, Maxime qui hausse les épaules, et Camille qui me hurle dessus. Vers 15 heures, cet après-midi-là, René est apparu dans l'encadrement de la porte du garage. René, 72 ans, retraité de la Compagnie des Eaux, promène son corgi en surpoids 2 fois par jour, que le chien soit d'accord ou non. Il était au barbecue. Après le décès de Martine, il a commencé à débarquer le dimanche avec une tarde du supermarché, et une histoire montée de toutes pièces pour expliquer qu'il en avait acheté 2 par erreur. « Tu es occupé ?» a-t-il demandé. J'ai levé le loquet en l'air, essayant de sauver une pièce à 7 € de la mise au rebut. Il a hoché la tête, comme si c'était une réponse complète. Il est entré, et a mis les mains dans ses poches. Ce qui m'a inquiété, parce que René est un homme capable de faire la conversation à une boîte aux lettres pendant 20 minutes, et là, il avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. J'ai ressassé l'histoire de dimanche, a-t-il dit. Comme nous tous. Il n'a pas souri en retour. Gérard, ce n'était pas un accident. J'ai arrêté de tourner mon tournevis. Je sais, ai-je répondu. Non, a-t-il insisté, je veux dire, j'ai tout vu, clair comme de l'eau de roche. Il a regardé droit vers ton assiette. Puis il a balancé le bras. Un froid glacial m'a traversé la poitrine.
Soupçonner une chose, et l'entendre prononcer à voix haute, ce sont deux poids bien différents. Ensuite, René a jeté un coup d'œil vers l'allée, comme s'il s'attendait à voir apparaître ce SUV allemand, a pris une inspiration, et m'a livré le reste. En mars dernier, a-t-il raconté, je promenais Biscuit devant chez toi. Maxime était devant la maison avec deux autres types. Des gars de la finance, on aurait dit. Ils rigolaient de quelque chose. Je n'ai saisi qu'une bribe. Quelle bribe, ai-je demandé. Et mon voisin depuis 25 ans m'a regardé dans les yeux, et a cité mon gendre, mot pour mot, une fois le vieux placé en maison de retraite, cette baraque, ce sera mon apport initial pour la maison dans le Luberon. Pendant une seconde, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Mes oreilles ne sont pas parfaites. Les mots m'échappent dans les pièces bruyantes. Mais nous nous tenions à 1 mètre l'un de l'autre, dans un garage au silence de mort, et j'avais entendu chaque syllabe. J'ai ri, une fois. Pas parce que c'était drôle, mais parce que mon corps ne savait pas quoi faire d'autre de cette information. Ma maison. La maison où Camille a appris à faire du vélo, dans l'allée. La maison où Martine a rendu son dernier souffle, pendant que je lui tenais la main. Déjà inventoriée. Déjà réattribuée. Une simple ligne comptable, dans le budget immobilier d'un autre homme. Il attendait juste que la place se libère. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis assis à la table de la salle à manger avec un vieil album photo, et j'ai fait la visite guidée. Camille a 6 ans, sans ses dents de devant, brandissant une carte de la fête des pères couverte de paillettes. Camille a 16 ans, levant les yeux au ciel sur les photos du bal de fin d'année. Camille a 24 ans, dans le jardin, riant aux côtés de sa mère pour une bêtise que j'ai oubliée. Puis, les pages plus récentes. Camille et Maxime à Noël. Camille et Maxime lors des repas de famille. Camille et Maxime dans ma cuisine. Son bras à lui, autour de sa taille. Son sourire de façade, plaqué sur le visage. Et moi, quelque part sur le bord du cadre, parfois à moitié coupé, généralement, c'est moi qui tenais l'appareil photo. J'ai passé mon pouce sur le visage de Martine dans une vieille photo, et j'ai demandé à la pièce vide, est-ce que j'ai raté un épisode? Je ne sais pas à qui je posais la question, à elle, à Dieu, à moi-même, probablement aux trois. Avais-je eu si peur de perdre ma fille, que je m'étais moi-même rapetissé, pour tenir dans le coin de ma propre famille? J'ai pris le téléphone pour l'appeler. Mon pouce a plané au-dessus de son nom. Puis, j'ai de nouveau entendu son message vocal dans ma tête, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. J'ai reposé le téléphone, et j'ai pris la première décision depuis des années qui n'avait rien à voir avec le fait de rassurer les autres. Pas de cris, pas de supplications, pas de messages en ligne. J'allais observer. Silencieusement, minutieusement. De la même façon qu'on écoute un moteur qui s'apprête à vous révéler la vérité. Car si Maxime croyait que l'âge rendait un homme inoffensif, il confondait le silence avec la faiblesse. Et quiconque a passé 36 ans autour de moteurs diesel, sait très bien qu'être silencieux ne veut pas dire être éteint. Après la visite de René, j'ai arrêté de voir Maxime comme un malotru, et j'ai commencé à le voir comme quelqu'un en mission. Chaque compliment était programmé, chaque service rendu était une facture en attente d'impression. Je n'en ai parlé à personne. Je n'ai confronté personne. De l'extérieur, ma vie semblait exactement la même. À l'intérieur, je lançais des diagnostics. Le premier schéma est apparu très vite. Mon avenir était soudain devenu le sujet de conversation préféré de tous. Camille est passée un jeudi, dans sa tenue d'infirmière, avec 2 cafés. Et pendant une demi-heure, c'était merveilleux, un patient qui sortait de l'hôpital, mes tomates derrière le garage, l'écureuil qui détournait les graines de ma mangeoire à oiseaux. C'était comme avant. Puis, en remuant son café sans lever les yeux, elle a lâché, alors, tu as pensé à prendre plus petit? Je l'ai observé par-dessus ma tasse. Cette maison, c'est beaucoup d'entretien pour une seule personne, a-t-elle insisté. Ça m'occupe, ai-je répondu. Tes genoux, papa. Les escaliers du sous-sol. J'apprécie que tu t'inquiètes, ai-je dit. Et puis c'est arrivé, aussi naturel qu'un bulletin météo, tu as toujours l'acte de propriété original quelque part? C'était là. Pas fort, pas dramatique. Juste posé là. Quelque part, ai-je répondu. Avec la plus grande légèreté.
Tu devrais vraiment organiser ces papiers, a-t-elle ajouté. Sans doute, ai-je acquiescé. Et je ne lui ai rien donné de plus. J'ai observé une lueur de déception traverser le visage de ma petite fille. Une lueur que j'aurais ratée, un mois plus tôt. Martine disait toujours que notre fille était une très mauvaise menteuse. Il s'avère qu'elle n'était pas beaucoup plus douée pour cacher qu'on l'envoyait en mission. Le dimanche suivant, Maxime s'est pointé en apportant une bouteille de vin, qui coûtait plus cher que ma semaine de course. Le premier cadeau en 6 ans de mariage, qui n'était pas une critique déguisée. Il a fait l'éloge de la viande, a posé des questions sur mon pick-up, a proposé de tondre ma pelouse avec sa tondeuse autoportée. 20 minutes, montre en main. C'est bon, ai-je dit. J'aime bien tondre. Et je l'ai capté. Ce regard rapide et neutre, qu'il a échangé avec Camille. Le regard que partagent les couples mariés, quand un scénario déraille. Ce regard m'a plus dérangé que n'importe quelle insulte, parce que les insultes sont comme la météo, mais les regards, c'est le climat. Une semaine plus tard, il a réessayé, s'approchant pendant que j'étais sous mon pick-up pour faire la vidange. Tu fais toujours ça toi-même? J'aime ça. Tu sais, si jamais tu voulais te simplifier la vie, l'immobilier dans le coin atteint des prix de dingue en ce moment. D'après ce que j'entends, tu pourrais te prendre un bel appartement, quelque part au chaud. Je ne suis pas très plage, ai-je répondu, en continuant à serrer mon boulon. Il a ri. Son rire de commercial. Eh bien, tu ne voudras pas entretenir tout ça éternellement. Je me suis glissé hors dessous le pick-up, et je l'ai regardé pendant une seconde, de plus que ce qui est confortable. Maxime. Oui. Je vis ici depuis 32 ans. Le jour où je n'en voudrais plus, tu en seras informé. Son sourire s'est figé sur les bords. C'est de bonne guerre, a-t-il dit, et il est parti 5 minutes plus tard. Cette conversation m'est restée en tête, non pas parce qu'elle était menaçante, mais parce qu'elle était répétée. Livrée comme un argumentaire de vente, qu'il aurait révisé dans sa voiture. Le mardi suivant, j'avais un rendez-vous classique avec maître Vincent Lefebvre, mon notaire et avocat depuis plus de 20 ans. L'homme qui avait géré la succession de Martine, et qui avait un jour joué 9 trous de golf avec moi, avant que nous ne convenions de ne plus jamais parler de nos scores. J'étais venu pour mettre à jour un document de bénéficiaire, une routine. Maître Lefebvre a terminé les papiers, a fait glisser le dossier vers moi, puis s'est adossé à son fauteuil et a dit, « J'ai longuement hésité avant de vous dire quelque chose. » Mon estomac s'est noué. Allez-y. Votre gendre a appelé l'étude. Il y a quelques mois. À quel sujet, ai-je demandé. Il n'a pas posé de questions sur votre dossier, a précisé l'avocat avec prudence. Il a posé des questions d'ordre général. Quel genre de questions? Le genre de questions que les gens posent, a poursuivi l'avocat, quand ils s'inquiètent pour des parents vieillissants. Il voulait comprendre comment fonctionnent les mises sous tutelle. Je suis resté parfaitement immobile. Il a demandé ce qu'il se passait, lorsqu'un propriétaire âgé est jugé incapable de gérer ses finances. La pièce m'a paru soudain plus petite. Et il a demandé si le placement en maison de retraite modifiait la propriété d'une maison. Ma mâchoire était assez serrée pour casser une noix. Que lui avez-vous répondu? La seule chose que je pouvais légalement lui dire, a répondu l'avocat, avec l'ombre d'un sourire. Rien. Il n'a jamais prononcé votre nom. Il n'en avait pas besoin. Nous sommes restés assis ensemble dans ce silence, deux vieux hommes comprenant exactement la même chose. Finalement, maître Lefebvre a rompu le silence. Gérard, je n'aime pas imaginer le pire quand il s'agit de la famille. Moi non plus, ai-je répondu. Mais ce ne sont pas des questions de simple curiosité. Non, a-t-il conclu. C'est de la logistique. Je suis rentré chez moi doucement ce soir-là, pas à cause des embouteillages, mais parce que chaque kilomètre dissolvait une autre excuse que j'avais entretenue pendant 6 ans. Peut-être qu'il ne le pensait pas. Peut-être que c'est juste son sens de l'humour. Peut-être que Camille va gérer la situation. Peut-être que je suis trop sensible. Une par une, ces excuses ont disparu. Cette nuit-là, je me suis tenu dans mon garage, ma pièce préférée de la maison. Les outils suspendus exactement là où mes mains s'attendent à les trouver.
de vieilles plaques d'immatriculation au mur. J'ai pris la photo encadrée de notre 25e anniversaire de mariage. Martine qui riait parce que j'avais carbonisé la première fournée de steak. J'ai passé mon pouce sur le verre et je l'ai dit à voix haute, il pense que vieillir signifie qu'on devient facile à déplacer. Le garage n'a pas répondu. Mais, d'une certaine façon, elle l'a fait. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat avant 8 heures. Je veux faire quelques changements. Quel genre, a-t-il demandé. Le genre, ai-je dit, qui garantit que plus personne ne confondra jamais ma gentillesse avec une signature en bas d'une page. Il est resté silencieux un instant, puis, je libère mon après-midi. Voici ce qui m'a le plus surpris. Ces documents n'étaient pas une histoire de vengeance, et mon avocat ne l'a jamais traité ainsi. Il m'a posé une question qui a recadré tout le problème, quel résultat vous permettra de dormir sur vos deux oreilles? Et j'y ai réfléchi honnêtement, et j'ai dit, je ne veux punir personne. Je veux juste que plus personne ne planifie ma vie sans demander l'avis de l'homme qui la vit. C'est donc ce que nous avons construit au fil de 2 réunions et d'une séance avec un conseiller en patrimoine, un trust révocable, un administrateur indépendant. Ni famille, ni amis. Aucun moyen de pression. Des directives médicales anticipées mises à jour. Des procurations réécrites. Chaque document formulant la même phrase silencieuse, en langage juridique, personne n'intervient à la place de Gérard Dubois, sous prétexte d'avoir décidé de ce qui est mieux pour lui. Pas de piège, pas d'enregistrement, pas de théâtre, juste un homme adulte qui verrouille ses propres portes. Et je vais vous dire quelque chose d'étrange, le jour où ces papiers ont été signés, Maxime a rétréci dans ma tête. Pour la première fois depuis des mois, mon monde s'est à nouveau élargi au-delà de lui. René s'est pointé un samedi, avec 2 cafés et une question, tu as toujours cette vieille Mustang 71 dans l'arrière-garage. Il y a du boulot dessus, ai-je dit. Il y a un rassemblement à Brignais le week-end prochain, a-t-il dit en haussant les épaules, de cette manière qu'ont les hommes de notre âge, quand ils prennent soin de la solitude de l'autre. Il est peut-être temps. J'ai failli dire non, par pure habitude. Puis j'ai entendu Martine, claire comme la radio, tu as droit à un passe-temps, toi aussi, Gérard. Le samedi suivant, René et moi nous tenions dans un parking rempli de vieilles Chevy et de Ford, et de plus d'histoire que de tôle, à boire du café de station-service, pendant que des inconnus débattaient de carburateurs comme s'il s'agissait de politique étrangère. Personne n'a demandé quel téléphone j'avais. Personne n'a évalué le prix de ma montre. Un gars aux cheveux argentés a passé 15 minutes à me raconter comment il retapait une Camaro avec son petit-fils. Un autre m'a dit de passer à son atelier quand je voulais, et il le pensait vraiment. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que j'avais plus ri en 4 heures, que durant les 4 mois précédents. La semaine suivante, j'ai commencé à faire du bénévolat le jeudi, dans un garage solidaire qui répare des voitures données pour des personnes en réinsertion. Des freins, des alternateurs, parfois une boîte de vitesse. Je rentrais crasseux chaque jeudi soir, et l'esprit plus léger chaque vendredi matin. C'est drôle d'aider des inconnus, cela vous rappelle que vous valez encore quelque chose, au moment précis où votre famille l'a oublié. Un mois après le barbecue, Camille a appelé. « Où étais-tu » a-t-elle demandé. « Sorti » ai-je répondu. « Tu es difficile à joindre. » J'étais occupé. À faire quoi? Un peu de pêche, un peu de bénévolat. Un silence. Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé. Silence. Pas en colère, juste familier. Pendant 30 ans, j'avais organisé ma vie autour de l'emploi du temps de tout le monde. Maintenant, il devait trouver de la place dans le mien. Aucun de nous ne connaissait encore la chorégraphie. Un soir, après le dîner, sans l'avoir prévu, j'ai tiré un bloc-notes jaune sur la table de la cuisine, et j'ai écrit une lettre à ma fille. Pas une lettre de colère, pas un document juridique. La lettre de la vérité. À propos de sa mère. À propos de la peur qui m'habitait depuis que nous l'avions perdue. Sur les raisons pour lesquelles j'avais encaissé chaque petite blessure, parce que je croyais que me défendre reviendrait à perdre ma fille. Et vers la fin, mon stylo a tracé une phrase qui m'a surpris moi-même, je n'ai jamais eu besoin que tu choisisses entre ton mari et ton père. J'avais seulement besoin que tu remarques quand quelqu'un traitait ton père comme s'il n'avait aucune importance. J'ai fixé cette ligne pendant un long moment,
parce qu'elle était vraie, et que les choses vraies ont du poids. Puis je l'ai pliée, scellée, j'ai écrit son nom sur le devant, et je l'ai rangée dans le tiroir du haut du bureau. Elle n'était pas prête. Moi non plus, peut-être. Pas encore. Quelques jours plus tard, René s'est accoudé à ma clôture pendant que je lavais le pick-up. Tu as entendu la dernière? Ton gendre raconte à tout le monde que tu as un comportement erratique. J'ai ri. Ça, c'est nouveau. Et René a souri, et ça aussi, figure-toi. Il organise une réunion de famille pour dissiper les malentendus. Aucun de nous n'a cru ça une seule seconde. 2 soirs plus tard, Camille m'a appelé, la voix prudente. Maxime veut réunir tout le monde samedi pour régler les choses. Tu viendras. J'ai regardé à travers le jardin, le cerisier projetant sa longue ombre du soir, la piscine reflétant le ciel orangé, et j'ai remarqué quelque chose de remarquable. Je n'appréhendais pas. Je n'y allais pas pour me défendre, ou pour me disputer, ou pour passer une audition afin d'obtenir du respect. Cette époque était révolue. J'y serai, ai-je dit, calme comme un dimanche. Elle a soupiré, merci. Et puis j'ai passé un dernier appel. Maître Lefebvre, je crois qu'il est temps. Il n'a pas demandé le temps de quoi. Il a juste répondu, je vous rejoins là-bas. Maintenant, prenez le temps de m'écouter, parce que cette partie-là, je me la repasse en boucle, et vous en avez bien mérité chaque seconde. Le samedi est arrivé, chaud et dégagé. Un temps à allumer les arroseurs et à griller des hamburgers. Et au lieu de ça, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma fille, avec la berline grise de mon avocat dans le rétroviseur, et la chose la plus étrange assise sur le siège passager, la paix. 1 mois plus tôt, j'aurais répété mes arguments tout au long du trajet. Là, il n'y avait plus rien à répéter. La vérité n'a pas besoin d'entraînement. Maître Lefebvre est sorti de sa voiture avec sa mallette fine et a demandé, « Prêt ? Rappelez-vous, nous ne sommes pas ici pour nous battre. » Je sais, ai-je dit. Nous avons juste fini de faire semblant. La maison de Camille et Maxime est une grande bâtisse à 2 étages, dans les beaux quartiers. Maxime adore l'appeler la maison de ses rêves, en oubliant généralement de mentionner quelle banque fait la majeure partie du rêve. À l'intérieur, tout le monde était déjà réuni. Camille, Maxime, ses parents, ma sœur, mon neveu, et même René invité, comme je l'apprendrai plus tard, parce que Maxime savait qu'il avait assisté au barbecue, et voulait le canaliser. La pièce est devenue silencieuse à notre entrée. Maxime a immédiatement repéré mon avocat et a éclaté de rire. « Tu as sérieusement amené un avocat ?» J'ai souri poliment. J'ai amené un homme qui est très doué avec la paperasse. Le sourire de Maxime s'est élargi. Ouah! Quel sens du drame! Pendant que l'avocat serrait toutes les mains de la pièce, calme comme un mardi, les yeux de Camille cherchaient les miens. « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je crois, ai-je répondu, que Maxime voulait dissiper les malentendus. En effet, a annoncé Maxime, se plantant près de la cheminée, les mains dans les poches, en parfait hôte de sa propre intervention. Nous sommes tous mal à l'aise depuis l'incident du téléphone. Personne n'a parlé. Il a balayé la pièce du regard. Je pense que Gérard doit des excuses à tout le monde ici présent. Gérard. Pas, papa. Pas même, monsieur Dubois. C'est drôle comme le respect quitte une famille, un mot après l'autre. L'avocat m'a lancé un regard. Je lui ai fait un infime signe de tête, et la mallette s'est ouverte. « C'est quoi ça ?» a demandé Maxime, gardant son sourire. La voix de Maître Lefebvre était la même que celle que j'entendais de l'autre côté de son bureau depuis 20 ans. Posée, sans précipitation, implacable. Monsieur Dubois m'a demandé de venir, car certains malentendus se sont développés concernant sa succession et son avenir. Maxime a ri une fois. Quelle succession? L'avocat n'a pas levé les yeux. Au cours des dernières semaines, nous avons mis en place un plan complet, un trust révocable, un dossier est apparu sur la table basse. Des directives médicales anticipées, un 2e dossier, des procurations durables révisées, un 3e, et un administrateur professionnel indépendant. La température de la pièce a chuté. Camille a cligné des yeux. « Tu as fait tout ça ?» « Oui », ai-je répondu. « Je ne savais pas »,
a-t-elle murmuré. Je sais, ai-je répondu avec douceur. Maxime a croisé les bras. Je ne vois pas pourquoi nous discutons de ça. L'avocat l'a regardé directement, pour la première fois. Je pense que vous le savez. Et pour le premier instant de l'après-midi, Maxime a cessé de sourire. Maître Lefebvre a croisé les mains. Il y a quelques mois, a-t-il dit, un appel a été passé à mon étude pour poser des questions d'ordre général. Camille a froncé les sourcils. Quelle question? L'avocat n'a pas lâché Maxime des yeux. Sur les mises sous tutelle. Le mot est tombé dans la pièce comme une clé à molette sur le sol. Sur la façon dont des propriétaires âgés perdent le contrôle de leurs finances. Silence. Sur le fait de savoir si le placement en maison de retraite modifiait la propriété d'une maison. La tête de Camille s'est tournée vers son mari, au ralenti. Tu as appelé le notaire de mon père? C'était purement hypothétique, a lâché Maxime, beaucoup trop vite. J'en suis sûr, a répondu l'avocat, avec courtoisie. Je travaille dans le financement immobilier, a rétorqué Maxime, plus fort. Plein de gens posent des questions. Des milliers de personnes travaillent dans l'immobilier, a convenu l'avocat. Elles ne téléphonent généralement pas à l'avocat personnel de leur beau-père, pour lui demander comment les personnes âgées perdent leur maison. Personne ne respirait. Le père de Maxime regardait la moquette. Les mains de sa mère se tordaient sur ses genoux. Et ma fille fixait son mari comme si un inconnu venait de retirer son masque. Pourquoi, a-t-elle chuchoté. Maxime a levé les bras au ciel. Vous faites passer ça pour pire que ça ne l'est. Je prévoyais l'avenir, c'est tout. Pourquoi, a demandé Camille, et sa voix s'est brisée en deux. Pour notre avenir. Et ma fille a fait un pas en arrière, physiquement en arrière, pour s'éloigner de lui, et a prononcé la phrase que j'entendrai pour le reste de ma vie, l'avenir de mon père n'est pas ton plan d'investissement. Le ventilateur de plafond tournait. Personne ne bougeait. Maxime a cherché des renforts du regard dans la pièce. Ses parents, ma sœur, mon neveu et n'a trouvé que le plancher et des mains jointes. Et c'est alors que René, du haut de ses 72 ans, s'est éclairci la gorge depuis son coin. J'ai vu l'entrecôte, a-t-il dit. Toutes les têtes se sont tournées. Ce n'était pas un accident. C'est ridicule, a craché Maxime. René n'a pas haussé le ton. Les hommes comme René n'en ont jamais besoin. Je connais Gérard depuis 25 ans, a-t-il déclaré, en regardant Maxime droit dans les yeux. Tu as regardé son assiette, et ensuite, tu as balancé le bras. Et puis, dans le plus long silence de l'après-midi, René a ajouté le reste. Et je t'ai entendu en mars dernier. Devant la maison. Le visage de Maxime a perdu ses couleurs, degré par degré, comme un écran qui s'éteint. Une fois le vieux placé en maison de retraite, a récité René, cette baraque, ce sera mon apport initial pour la maison dans le Luberon. Camille s'est tournée vers son mari une dernière fois, et sa voix n'était plus qu'un murmure. Tu m'avais dit que c'était une blague. Mais tout le monde prend ça dans des proportions démesurées. Non, a-t-elle soufflé. Ce n'était pas une blague. Et c'est là que je me suis levé. Pas sous l'emprise de la colère. Je voulais que la pièce entende chaque mot, sur un ton de simple conversation. Je ne suis pas venu ici pour embarrasser qui que ce soit, ai-je commencé. Je suis venu, parce que j'ai passé près de 40 ans à construire un foyer avec ma femme. J'ai regardé ma fille. Je voulais que ma retraite soit faite de pêche, de vieilles voitures, et de repas du dimanche avec toi. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à vérifier si j'avais besoin de barricader ma propre porte d'entrée. Personne ne m'a interrompu. Je me fiche complètement du téléphone, ai-je continué en me tournant vers Maxime. Ce qui m'a dérangé, c'est que tu trouves drôle de m'humilier. Et ce qui m'a dérangé encore plus, et ça, je l'ai dit à l'intention de tout le monde, c'est que, quelque part en chemin, j'ai commencé à croire que préserver la paix signifiait accepter le manque de respect. J'avais tort. Le silence qui a suivi n'était ni gênant, ni tendu. Il était simplement honnête. Peut-être le premier silence totalement honnête que cette famille partageait depuis des années. L'avocat a refermé doucement sa mallette avec un déclic. Je crois que notre affaire ici est conclue, a-t-il dit.
personne ne nous a arrêtés à la porte. Derrière moi, Camille a prononcé un seul mot, papa. Je me suis retourné, et ma fille se tenait là, avec une centaine de phrases coincées dans la gorge, sans qu'aucune ne puisse sortir. Et puis, elle a simplement commencé à pleurer. Je lui ai adressé un petit sourire triste, et je suis sorti dans la lumière du soleil. Dans l'allée, Maître Lefebvre m'a demandé comment je me sentais. J'ai démarré le pick-up et j'ai cherché le mot juste. Plus léger, ai-je répondu. Il a hoché la tête, comme un homme qui avait déjà vu ça. C'est ce qui arrive, a-t-il dit, quand les gens posent les fardeaux qu'ils n'ont jamais eu à porter. Je suis rentré chez moi avec les fenêtres baissées, pour la première fois depuis très longtemps. Et voici la leçon que tout cet après-midi m'a apprise, celle que je veux que vous reteniez. Même si vous oubliez tout le reste, l'erreur que font la plupart des gens, c'est de croire que poser des limites, c'est ériger des murs contre les autres. Ce n'est pas le cas. Les limites, c'est simplement la paperasserie du respect de soi. Et les personnes qui se mettent le plus en colère face à ces limites, sont toujours celles qui avaient des projets pour votre porte restée ouverte. La vie ne s'est pas transformée en un conte de fées lumineux après cette réunion. La vraie vie ne le fait jamais. Je me réveillais toujours à 6 heures. Mon genou me faisait toujours souffrir dans les escaliers. La chaise de Martine restait désespérément vide à table. Certaines choses ne changent pas, juste parce qu'on a enfin dit la vérité. 3 jours plus tard, Camille a appelé. J'ai laissé sonner. Ce n'était pas une punition, je n'avais tout simplement pas encore les mots, et j'ai tondu la pelouse à la place. Une semaine plus tard, elle a frappé à la porte. Elle avait l'air épuisée. Des cernes noires, les cheveux attachés à la va-vite, aucune armure. Elle ressemblait à la petite fille qui rentrait à la maison en ravalant ses larmes après un match de softball perdu. Je peux entrer ? Bien sûr. J'ai fait du café. Elle s'est assise sur la chaise de Martine sans réfléchir, puis s'est figée. Je suis désolé. Et je lui ai répondu, ce n'est rien, et je le pensais vraiment. Nous n'avons pas touché au café pendant 5 minutes. Puis, je ne savais pas, papa. Je te crois, lui ai-je dit, et je l'ai regardé prendre la décision d'être encore plus courageuse que ça. Mais ce n'est pas toute la vérité, a-t-elle ajouté, fixant sa tasse. J'ai vu les blagues. J'ai entendu les petites remarques. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était insignifiant. Ça l'était, ai-je dit doucement. Une par une. Elle a levé les yeux. Mais tout ensemble, ça donnait une direction. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'aurais dû l'arrêter il y a des années. J'ai posé ma main sur la sienne, sur la table de ma cuisine, et je lui ai dit la chose la plus vraie que je possédais. Tu aimais ton mari. Je l'aime toujours, a-t-elle murmuré. Je sais, ai-je répondu. Et moi, je t'aime. Je le sais aussi, a-t-elle sangloté, et elle a pleuré de ces larmes silencieuses, celles qui viennent quand on dépose enfin un fardeau. Et quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Et j'ai osé espérer que nous avions passé un cap. Nous ne l'avions pas fait. Pas encore. 2 semaines plus tard, elle est revenue. En colère, cette fois. Pas contre moi, exactement. Contre les dégâts. Maxime dit que tout le monde s'est ligué contre lui. J'ai hoché la tête. Il dit que René a exagéré. Je vois. Il dit que ton avocat lui a tendu un piège. Je n'ai rien répondu. Et puis est venue la question pour laquelle elle s'était réellement déplacée, est-ce qu'on ne peut pas tous simplement passer à autre chose ? J'ai regardé ma fille pendant un long moment. Puis je me suis dirigé vers le bureau du salon, j'ai ouvert le tiroir du haut, et j'ai sorti l'enveloppe avec son nom dessus. Je t'ai écrit ça, ai-je dit. Elle a tendu la main pour la prendre, et je l'ai doucement retirée. Pas encore. Son visage s'est décomposé. Papa, pourquoi ? Parce que tu n'es pas prête, ai-je répondu. Et parce qu'en ce moment, ma chérie, tu essaies encore de gérer la douleur de tout le monde, sauf la tienne. Elle s'est essuyé les yeux. Je ne sais pas quoi faire. Tu n'es pas obligé de le régler aujourd'hui, l'ai-je rassuré. Elle m'a pris dans ses bras sur le pas de la porte.
Aucun de nous n'a prononcé son nom. Un autre mois s'est écoulé. L'été a doucement glissé vers l'automne. Le cerisier a pris des teintes dorées sur les bords. Les jeudis appartenaient toujours au garage solidaire, les samedis au café avec René ou à un rassemblement de voitures quelque part autour de la ville. Et pour la première fois depuis la mort de Martine, je ne tuais plus le temps. J'en profitais. Puis, par une fraîche après-midi de septembre, on a frappé une troisième fois. Camille se tenait sur le porche, seule, et quelque chose dans son visage s'était apaisé, plus calme, plus mature, libéré. Elle s'est assise et a prononcé 2 mots, « Je pars ». Je n'ai pas demandé de détails. Elle m'a donné le seul qui comptait, de toute façon. Je lui ai posé une seule question, m'a-t-elle expliqué. Je lui ai demandé s'il t'aurait traité de cette façon, si maman était encore en vie. Elle a eu le plus triste des sourires. Il n'a pas pu me répondre, papa. Pas un seul mot. J'ai fermé les yeux une seconde, pour Martine surtout. Et puis Camille a prononcé la phrase qui m'a prouvé que ma fille était complètement revenue. J'ai passé des années à appeler ça préserver la paix, a-t-elle dit. Mais en réalité, tout ce que je faisais, c'était te demander de tout porter tout seul. Et puis, elle m'a surpris. Elle s'est levée, s'est dirigée vers mon réfrigérateur, et en a sorti un paquet en papier de boucher. 2 belles entrecôtes. Je me suis arrêté au hall en venant, a-t-elle dit. Tu prépares le dîner, ai-je demandé. Si tu me laisses t'aider, a-t-elle répondu. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, quelqu'un se tenait à mes côtés devant ce barbecue, au lieu d'attendre à table. Les braises ont crépité. La graisse a commencé à parler. Et ma fille a fouillé dans la boîte à recettes, en a sorti la fiche de sa mère, et a plissé les yeux devant l'encre bleue effacée. Le marque de café en premier. Exact. Ta mère serait fière, ai-je glissé, et ma voix n'a pas tout à fait tenu. Elle a ri à travers ses larmes. Je comprends enfin pourquoi ces dimanches comptaient tant. Moi aussi, ai-je ajouté. Aujourd'hui plus que jamais. Quand le repas fut prêt, elle a apporté mon assiette elle-même, elle l'a portée avec soin, à 2 mains, l'a posée devant moi, m'a regardé dans les yeux, et a prononcé 6 mots, mange pendant que c'est chaud, papa. Je ne crois pas qu'elle mesurera un jour le poids de cette phrase. Des mois plus tôt, quelqu'un avait jeté mon dîner par terre, pour montrer à une table entière ce que je valais. À présent, ma fille montait la garde devant mon assiette. Pas de grands discours, pas de cérémonie, juste du respect, servi chaud. Parfois, c'est ça, le vrai banquet. Elle et Maxime ont divorcé discrètement le printemps suivant. Pas d'éclat de voix au tribunal, pas de célébration de ma part. Honnêtement, j'ai ressenti plus de chagrin que de victoire. Aucun père ne rêve de voir le mariage de sa fille se terminer. Mais j'avais appris une chose qu'on ne peut pas désapprendre, un mariage, une famille, ne peut pas survivre quand le respect ne circule que dans un seul sens. Ces temps-ci, le repas du dimanche a toujours lieu. La liste des invités est plus courte. Certaines semaines, c'est juste Camille et moi. D'autres semaines, René passe faire un tour, ou un couple de gars du garage solidaire s'arrête après l'office. La table n'est plus aussi pleine qu'avant. Mais les rires sont vrais, et personne n'y joue la comédie. De temps en temps, je me surprends à jeter un coup d'œil vers le fond de la piscine. Le téléphone a disparu depuis longtemps. Ce qui est resté, ce n'est pas le bruit de ce plongeon. C'est tout ce que j'ai fini par comprendre à la suite de celui-ci. J'avais l'habitude de croire que protéger ma famille signifiait absorber tout ce qu'on me balançait. Je ne crois plus ça aujourd'hui. Vieillir ne vous fait pas perdre de votre valeur. Cela signifie simplement que vous avez enfin accumulé assez de kilomètres au compteur, pour faire la différence entre l'amour et l'obligation. Et une fois que vous savez faire la différence entre les deux, mon ami, toute la route devient plus légère. Alors, voici la seule chose que je vous demande de faire cette semaine, et ça ne coûte rien. La prochaine fois que la blague de quelqu'un tombe sur vous, la même cible, une fois de plus, prononcez une phrase calme, à voix haute, celle-là, tu me la gardes pour toi. Une fois pour toutes. Pas de colère, c'est juste un fait. Vous apprendrez tout ce que vous avez besoin de savoir, en observant ce qui se passera ensuite. Et voici la question que je laisse sur votre table, celle que j'ai ressassée pendant 6 ans de trop, quelle part de ce que vous appelez préserver la paix,
n'est en fait qu'une façon de vous taire? Maintenant, c'est à vous de jouer, parce que j'ai remis en question ce plongeon des centaines de fois. Mettez un 1 dans les commentaires si vous pensez que balancer le téléphone dans la piscine était la réaction parfaite, une réponse silencieuse à des années de vacarme. Mettez un 2 si vous pensez que j'aurais dû utiliser des mots ce jour-là, au lieu de 1000 € d'électronique, et que cet acte lui a fourni des munitions. Mettez un 3 si vous pensez que j'ai attendu beaucoup trop longtemps, et que la véritable erreur a été de ravaler ces blagues pendant 6 ans, parce que certains soirs, je voterais 3 moi-même. Dites-moi depuis quel endroit du monde vous écoutez, et quelle heure il est chez vous. Ça m'épate toujours de voir jusqu'où voyagent ces histoires de jardin. Et si vous avez déjà été la personne à table dont tout le monde ne fait que plaisanter, ou le parent dont les enfants ont oublié de demander si tout allait bien, racontez-le-moi ci-dessous. Quelqu'un qui lit ceci ce soir est en train de répéter des excuses pour quelque chose qu'on lui a fait subir, et cette personne a besoin d'entendre qu'elle a le droit de poser ce fardeau. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous et restez un moment. J'en ai pour toute une vie à raconter, et ce petit coin d'internet ne garde la lumière de son Porsche allumée que parce que des gens comme vous continuent de revenir. Merci sincèrement de vous être assis avec moi ce soir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.